Ouais, bon, merci beaucoup Reine-Marie pour cette très belle introduction et bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je ne dérogerai pas à la traditionnelle tradition des remerciements. Donc, merci infiniment à Catherine, Reine-Marie et puis Bénédicte pour avoir associé à ce très beau projet. Et surtout d'avoir accepté de laisser une place assez substantielle à l'histoire environnementale dans ce manuel en ligne. Et un collègue me faisait justement remarquer sur Twitter que l'histoire environnementale était un champ historiographique qui était très souvent absent des manuels classiques d'historiographie, et c'est vrai. Et c'est aussi un courant historiographique qui a la particularité d'être assez peu enseigné finalement au niveau de la licence. Et quelques esprits encore un peu chagrins à l'université considèrent que faire l'histoire environnementale, c'est travailler sur des lapins, des fleurs et éventuellement des bisons, comme le laisse suggérer cette très belle illustration, en effet, que j'aime beaucoup aussi. Alors, ce chapitre, c'était donc l'occasion, il me semble, de fournir à des étudiantes et à des étudiants de premier cycle non pas un panorama exhaustif de l'histoire environnementale, hein, il y a des manuels pour cela, en particulier celui de Grégory Quenet, mais plutôt ici de donner des clés de lecture et d'interprétation autant que des matériaux pour travailler très concrètement sur des débats qui traversent tout le courant de l'histoire environnementale, en faisant la part belle aussi bien aux travaux très classiques de William Cronon, Richard Grove, Alfred Crosby, autant à voilà, ces travaux classiques qu'à des travaux plus récents qui ont marqué de leur sceau l'histoire environnementale, comme ceux de Thomas Leroux pour les pollutions et les risques au XVIIIe, XIXe siècle, ceux de Kyle Harper pour l'Empire romain, par exemple, ou encore ceux de Frédéric Charpentier-Lundvik pour le climat au Moyen-Âge. Alors, je voudrais, avant de présenter un peu plus le plan du chapitre et ce que j'ai voulu y mettre, au moins 3 points dans l'écriture qui me paraissent importants à souligner et 3 spécificités du chapitre. Alors d'abord, le premier point tenait davantage à une contrainte éditoriale. C'était Catherine et Bénédicte qui avaient insisté sur ce point, mais je trouve que c'était pédagogiquement nécessaire. C'était voilà, d'accorder autant de place aux 4 périodes. Alors, je suis plutôt moderniste et je connais davantage l'historiographie de l'environnement pour les époques modernes et contemporaines, donc il y a peut-être encore un petit déséquilibre dans le chapitre, mais j'ai essayé d'accorder une part égale aux différentes périodes académiques, ce qui se traduit par, à mon avis, un gain pédagogique assez fécond, c'est de montrer qu'au fond, la réflexivité environnementale du XXe siècle a des racines bien antérieures. Hein, il était très intéressant aussi de montrer comment les sociétés du passé pensent leur rapport à leur environnement sans plaquer des conceptions qui sont celles du XXe ou du XXIe siècle. Et là, je pense par exemple aux travaux de Kyle Harper sur comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies, la chute de Rome. Donc il me semble que d'intégrer justement les 4 périodes académiques dans ce chapitre, c'était quelque chose de particulièrement fécond, y compris d'un point de vue pédagogique. Alors une deuxième particularité du chapitre, à mon sens, tient aussi à la volonté de présenter un champ historiographique en plein débat. Et un champ historiographique, c'est très largement internationalisé à partir du début du XXIe siècle et qui est très largement ouvert aux problématiques de l'histoire globale et connectée. Donc là, je fais un petit renvoi aussi au chapitre de Valérie Teiss. J'ai vu qu'il y avait des renvois assez évidents, mais aussi aux subaltern studies, comme en témoigne par exemple l'encart que j'ai fait. Là, justement, tu es dessus, Catherine, sur les historiens indiens et leur rapport à l'histoire environnementale, ou encore sur la page suivante, la question de l'histoire environnementale du moustique, qui permet de penser la circulation des parasites et de réhabiliter des facteurs qui avaient été jusque-là relativement négligés dans l'histoire des empires et de l'esclavage, comme le paludisme, la fièvre jaune, etc. Et donc, le terrain colonial est justement omniprésent dans le chapitre, car les espaces coloniaux ont à la fois été des matrices de la conservation de la nature et en même temps des laboratoires des dégradations commises sur l'environnement. Donc, c'était une manière d'articuler les 2 aspects. Et puis, une troisième particularité de ce chapitre tenait aussi à mes yeux dans le fait que j'ai voulu d'emblée inscrire l'histoire environnementale dans une histoire qui fait la part belle aux conflits, aux tensions, aux asymétries, aux inégalités, très loin d'un rapport, vous voyez, très lisse à l'environnement, d'un rapport très plat et lisse à l'environnement. Et donc, j'ai essayé de rendre cette histoire la plus incarnée possible à travers des rivalités entre des groupes sociaux qui ne partagent pas forcément la même conception de l'environnement, que ce soit les promoteurs politiques des parcs
nationaux aux États-Unis face aux populations amérindiennes, ou encore que ce soit les blanchisseuses de la Bièvre face aux autorités et aux riverains qui s'efforcent de réguler les premières pollutions industrielles. Là, vous avez justement sur cette page l'encadré que j'ai consacré aux blanchisseuses de la Bièvre. Alors, donc du coup, le chapitre est organisé par thème autour de 6 questions principales. Donc tout d'abord, la première partie aborde succinctement les origines de l'histoire environnementale, en partant de son émergence états-unienne dans un contexte particulièrement militant d'ailleurs, c'est ce qui le différencie de la France, où se nouent à la fois revendications écologistes dans le cadre des scandales environnementaux qui ont marqué les États-Unis des années 1970 et la structuration progressive du champ de l'histoire environnementale dans les universités américaines. Alors ensuite, cette partie évoque également l'apparition de l'histoire environnementale en France dans un contexte universitaire où la géographie historique a un petit peu plombé et pesé sur l'émergence de l'histoire environnementale, dans le sens où l'idée d'un cadre chronologique brodélien de la longue durée empêchait quelque peu de prendre en considération justement l'historicité de la relation entre les sociétés et leur environnement. Et puis, donc, cette partie se termine sur l'internationalisation de ce champ disciplinaire, donc à la fois en dehors des États-Unis et en dehors de la France. Donc, la deuxième partie, ensuite, évoque les colonisations et les impérialismes, qui permettent donc de décentrer le regard en donnant à voir un autre récit de la conquête et en mettant en valeur d'autres facteurs qui ont eu un rôle primordial, donc des microbes, des bactéries, des plantes, des facteurs qui sont parfois pas forcément oubliés, mais un petit peu sous-estimés. Et c'est l'occasion aussi pour les étudiants de se familiariser avec ce type de facteurs qui n'est pas forcément abordé au lycée. La troisième partie aborde davantage les questions donc relatives à la conservation et à la dégradation de la nature, dans la lignée de la partie précédente. Alors là, j'essaie de montrer que ce sont 2 problématiques qui ont été justement indissociables du fait colonial, et souvent d'ailleurs contemporaines depuis l'époque moderne. Ensuite, la quatrième partie de ce chapitre traite de l'histoire environnementale de la ville et de l'urbain, qui sont des espaces auxquels les étudiants ne pensent pas spontanément quand on envisage l'histoire environnementale, alors même qu'il s'agit de l'un des champs d'application les plus féconds. Et puis, dans la 5e partie, je me suis attaché à envisager le climat et les changements environnementaux, ce qui permet évidemment de tisser des liens très contemporains avec nos préoccupations actuelles et de tisser des ponts avec les humanités environnementales. Et puis, la dernière et 6e partie est consacrée aux luttes et aux tensions autour de l'appropriation des ressources, ainsi qu'aux inégalités environnementales et aux préoccupations de justice environnementale qui sont là aussi extrêmement contemporaines. Alors d'un point de vue pédagogique, sans présenter tous les encarts, j'ai essayé de penser au moins 4 éléments. Tout d'abord, il s'agissait, à mon sens, pour les étudiants de se familiariser avec un vocabulaire et un lexique qui n'est pas toujours évident. Et donc, c'est par exemple des encadrés qui sont consacrés à des notions de l'histoire environnementale et des concepts. Donc, par exemple, celui de métabolisme, qui est employé par Sabine Barl notamment. C'était aussi de permettre aux étudiants de se familiariser avec certains textes qui ont nourri à la fois la politisation autour des enjeux de l'écologie et de l'histoire environnementale, par exemple avec la Santa Barbara Declaration of Environmental Rights, qui est présentée donc, il me semble que c'est la 2e ou 3e page du chapitre. C'était aussi une manière de comprendre des mécanismes historiques et environnementaux sur des terrains un peu moins familiers, par exemple les effets de la colonisation sur l'environnement. Là aussi, on a un champ historiographique qui s'est considérablement développé ces dernières années, et donc je propose un exercice précisément sur cette question dans le manuel. Et puis enfin, c'était, il me semble, peut-être pour des étudiants un peu plus avancés, peut-être davantage en L3, travailler concrètement sur des débats historiographiques, montrer que c'est un champ qui est traversé par des débats, des discussions parfois extrêmement virulentes, par exemple sur la transition énergétique, ou encore sur la wilderness, un débat qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis en particulier, et qui permettent là aussi de repolitiser ces questions et les inscrire dans un champ de tension et de lutte qui sont aussi des controverses inhérentes au champ de l'histoire environnementale. Donc j'espère que voilà, ce chapitre trouvera des prolongements, et il me semble que l'occasion était belle d'articuler également humanité environnementale et humanité numérique en donnant à lire un certain nombre d'articles. Donc il y en a énormément dans le chapitre, que ce soit des articles de Jean-Baptiste Fressos, Fabien Locher,
chez William Cronon, etc. Puis un certain nombre de vidéos, de supports donc filmiques et audio, des émissions de radio, etc. Donc c'était vraiment une façon de faire le lien entre humanité environnementale et humanité numérique. Voilà.